Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayée également sur les ondes de Radio J et désormais aussi sur les ondes de Judaïque FM. Au lendemain d'une journée de la Nakba, comme l'appellent les Palestiniens, qui s'est déroulée dans une tension relative, mais qui s'est terminée avec bien moins de violence qu'on ne le prévoyait côté israélien, le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à ce qu'il appelle la nouvelle frontière. Il s'agit d'une nouvelle frontière ultra protégée qui va séparer Israël de la bande de Gaza. Le journal nous montre en effet en un immense espace de retranchement de quelques centaines de mètres de large qui va être aménagé le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza et qui évitera les frictions entre les manifestants palestiniens et les soldats de Tsahal. Cet espace de retranchement sera composé de plusieurs positions protégées qui permettront aux soldats de mieux observer les développements de l'autre côté de la barrière, de neutraliser également le cas échéant à l'aide de snipers les principaux fauteurs de troupes et donc d'améliorer sa force de dissuasion. Le Yediot Aharonot explique également que Tsahal est en train de former des officiers et des soldats spécialement à ce type de mission. Et de facto, on peut affirmer que les dispositions prises par l'armée israélienne ces dernières semaines, justement en perspective de la journée de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, ont prouvé leur efficacité, puisqu'hier, alors que certains parlaient de centaines de milliers de manifestants, il n'y en avait que 8 à 10 000 le long de la barrière de sécurité et qu'au total 60 d'entre eux ont été blessés lors de provocations et qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine du côté palestinien durant cette journée. Shimrit Meir, la spécialiste du dossier palestinien dans le Yediot Aharonot, explique dans son analyse que les raisons de cette tension à petit feu, si l'on peut dire, et une fois de plus, les 12 points, comme l'on dit très fréquemment cette semaine de l'Eurovision en Israël, les 12 points reviennent à ce qu'il dit par ce qu'elle écrit ce matin. Pendant que l'Europe se passionne pour le concours de l'Eurovision, les habitants de Gaza, eux, reçoivent un billet vert de $100 de la part du Qatar pour améliorer leur niveau de vie. C'est l'une des explications donc à ce calme relatif. Une autre explication avancée également, le Ramadan et l'extrême chaleur qui régnait hier dans la bande de Gaza. Tout cela a donc apparemment dissuadé les Palestiniens d'envenimer la tension avec les forces israéliennes. En marge de ces développements dans le sud, l'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a déclaré que si la coordination sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne en Judée et Samarie devait cesser, cela risquerait de provoquer une véritable dégradation de la situation dans ces régions. Mais revenons à des considérations plus politiques. À moins de 2 semaines de la fin du délai pour la formation du gouvernement, Binyamin Netanyahou sous-entend qu'il rencontre actuellement des difficultés concrètes dans la mise en application dans la formation de cette coalition gouvernementale. Le Israël Hayom cite le Premier ministre qui critique les exigences, dit-il, exagérées des petites formations politiques qui doivent former la prochaine coalition. Il y a un parti qui réclame 4 portefeuilles ministériels, se plaint Binyamin Netanyahou. Nous n'avons pas les moyens financiers nécessaires pour financer de telles exigences, a dit le Premier ministre. Victor Lieberman, comme à son habitude, durcit ses positions. Nous ne ferons pas le moindre compromis et ceux qui cherchent un responsable à l'éventuel échec de la formation du gouvernement n'ont qu'à se regarder dans leur miroir, a dit Lieberman, qui a toutefois démenti les rumeurs sur une alliance entre lui et Moshe Kahlon du parti Kulanu. Le Yediot Aharonot annonce en première page ce matin que face à ces exigences, le Premier ministre pourrait envisager de former une coalition avec seulement 60 députés, c'est-à-dire sans le Israël Beiteinu. La loi le lui permet, mais le Haaretz cite alors en évidence les propos de Moshe Kahlon qui affirme qu'il ne sera pas le ministre des Finances d'un gouvernement qui reposerait uniquement sur 60 députés. En fait, Moshe Kahlon ne veut pas apparemment endosser la responsabilité des finances israéliennes tant qu'il n'aura pas pris connaissance justement des exigences financières des partenaires du Likoud en matière en vue de leur entrée dans la coalition gouvernementale. Quant au Maariv, eh bien, il annonce ce matin que le Premier ministre a l'intention de soumettre à l'aval de la Knesset très rapidement un projet de loi lui permettant d'élargir son gouvernement à 26 ministres, ce qui là encore devrait aussi coûter pas mal d'argent. Les quotidiens israéliens confirment que parallèlement à la formation de sa coalition, Binyamin Netanyahou tente de promouvoir de plus en plus ouvertement cette fameuse loi sur l'immunité parlementaire. Dans les médias, le Premier ministre a été cité comme ayant affirmé qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire à la justice dans l'absolu, mais que celle-ci devrait attendre qu'il termine son mandat politique, le mandat pour lequel le peuple l'a désigné. C'est actuellement donc la position plus ou moins officielle du Premier ministre à propos justement donc de cette loi sur l'immunité parlementaire. Dans le Israël Hayom, Amnon Lord lui revient dans son édition
édito sur ce qu'il appelle la terrible comparaison dressée cette semaine par la présidente de la Cour suprême Esther Hayut entre le régime nazi et le futur gouvernement Netanyahou. À Nuremberg, en Allemagne, écrit donc Amnon Lord, Madame la présidente de la Cour suprême a parlé de l'utilisation de la démocratie par un groupe politique pour détruire la démocratie. Et Amnon Lord écrit elle a donné une fois de plus l'occasion de prouver pourquoi l'opinion publique israélienne avait de moins en moins de respect et de confiance envers sa Cour suprême. Les quotidiens israéliens nous montrent ce matin une photo de la Lune, ou plus précisément de la mer de la Tranquillité, où s'est écrasé le 11 avril dernier le fameux engin spatial israélien Bereshit. C'est la NASA qui a pris cette photo et l'on peut voir de petits cratères qui ont été formés par le crash de la sonde israélienne. Un mot d'économie dans les quotidiens israéliens avec une situation de plus en plus dramatique, on peut le dire, pour le consortium de médicaments génériques Teva, dont l'action a perdu hier 9% à la bourse de Tel Aviv, et ce après que Teva ait été soupçonné aux États-Unis de coordination de prix, ce qui est formellement interdit. Au total, au cours des 3 dernières années, l'action de Teva a perdu, tenez-vous bien, 80% de sa valeur. Et ce matin encore, les quotidiens israéliens nous abreuvent d'informations sur le concours Eurovision de la chanson. Le Yediot Aharonot a choisi d'interviewer Kobi Merimi 2 jours avant la grande finale. Merimi, qui est le représentant israélien, ne s'émeut pas des critiques dont sa chanson fait l'objet actuellement, en tout cas même depuis plusieurs semaines, et il affirme « Je suis par contre très ému de concrétiser ce rêve de représenter Israël à l'Eurovision, qui plus est ici à la maison à Tel Aviv en Israël ». Et quant au Israël Hayom, eh bien, il illustre d'abord le courage de Madonna en nous offrant une caricature dans laquelle on voit la reine de la pop music se produire sur la scène de l'Eurovision, comme elle va le faire samedi soir, en foulant des pieds une affiche du BDS. Le journal nous indique que c'est le groupe Shalva, qui est composé d'handicapés israéliens, qui a provoqué le plus d'émotions hier soir lors de la répétition de la seconde demi-finale qui doit se tenir ce soir, donc au Palais des Expositions à Tel Aviv. Il faut rappeler que lors des éliminatoires, le groupe Shalva a été considéré depuis le début comme celui qui allait l'emporter et représenter donc Israël à l'Eurovision. Mais avant la finale, le groupe dans lequel figurent des handicapés religieux a décidé de déclarer forfait après avoir compris qu'il serait obligé de transgresser Shabbat, en particulier avec la répétition générale de la finale qui se tient traditionnellement le vendredi soir. Shalva est donc devenu depuis l'un des ensembles musicaux les plus populaires en Israël. Il se produira donc ce soir à la télévision. On pourra le voir dans toute l'Europe. Les quotidiens israéliens et les sites d'information annoncent d'ailleurs que Tel Aviv fêtera ce soir à la fois l'Eurovision, mais également sa fameuse nuit blanche annuelle de la musique qui a été devancée d'une semaine afin de coïncider avec les événements liés donc à l'Eurovision. Et durant toute la nuit se produiront dans tout Tel Aviv de nombreux groupes musicaux, donc que l'on pourra suivre même le plus souvent gratuitement. Un mot de sport dans les quotidiens sportifs, dans les suppléments sportifs israéliens, qui nous annonce que c'est l'équipe de Ben Yehuda qui a remporté hier la Coupe d'Israël de football, battant au pénalty au tir au but le Maccabi Netanya, qui attendait pourtant un titre de cette envergure depuis 41 ans. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre...